Et dans la vérité en face, jusqu'à 10h, on attend d'ailleurs vos appels si vous voulez réagir à notre sujet au 0826 300 300 sur Sud Radio. On va revenir sur le nouveau rapport et les dernières recommandations du GIEC qui tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme face au réchauffement climatique. On en parle avec notre invitée en studio, Anna Créti, professeure d'économie, directrice scientifique des chaires économie du climat et du gaz naturel à l'Université Paris-Dauphine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, Anna Créti. Un mot quand même, et il faut remettre un petit peu le contexte avec ce qu'a dit en fait hier le GIEC. Le GIEC qui à chaque fois tire la sonnette en fait d'alarme en disant attention, on ne fait pas suffisamment de choses pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre, les principales responsables du changement climatique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport d'hier ? Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le fait de ces constats alarmistes. Alors, le rôle du GIEC est celui de revoir et rendre fiable l'évidence scientifique sur les changements climatiques. C'est-à-dire que c'est un rôle essentiellement de révision critique et de mise en perspective de tous les travaux existants sur certains thèmes et de classer en fait les effets qui sont décrits dans ces travaux scientifiques en disant s'ils sont plus ou moins probables. Donc le GIEC travaille sur ces modes où beaucoup de collègues de façon bénévole passent leur temps justement à critiquer, à voir, à fournir toute l'évidence possible sur les phénomènes du changement climatique qui nous entourent. Et ensuite, ils en rendent un peu le compte à la communauté scientifique, mais de plus en plus à la société civile. Donc ça, c'est quand même un progrès très important qui a été fait. C'est-à-dire que c'est vrai que si on ne se parle qu'entre scientifiques, on n'arrive pas non plus à faire passer le message. C'est un petit peu ce qui s'est produit pendant des années, quoi, probablement, non ? Je pense que il y avait aussi un besoin quand même de fonder vraiment de façon scientifique les études sur les changements climatiques. Et ensuite, il y a un volet qui est la transmission des messages vis-à-vis des citoyens. Même si probablement ce n'est pas vraiment le premier objectif du GIEC, mais c'est vrai que ça participe quand même au débat sur les changements climatiques et en particulier les derniers travaux du GIEC ont été organisés sur 3 volets. Les premiers, il y a un an, sur les dernières évidences sur les changements climatiques. Le deuxième qui est sorti fin février sur les thématiques de ce qu'on parle d'adaptation, donc comment en fait on peut vivre avec les changements climatiques. Et celui qui est sorti hier, qui est par contre sur ce qu'on appelle dans les jargons GIEC atténuation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire justement pour diminuer les émissions ? Des solutions, quoi. Et il y a en plus un volet solution qui est celui qui a été un peu plus difficile, raison pour laquelle en fait c'est un rapport est sorti avec 2 jours de retard parce que il y a eu des débats, on va dire, plus serrés sur les mesures qui peuvent être conseillées et mises en place. Oui, c'est ça. Alors quand dans ce rapport, parce que c'est atténué, on dit que la fenêtre est minime quand même pour agir, mais voilà, ils essaient d'atténuer un petit peu certaines choses. Quand ils disent l'humanité dispose de moins de 3 ans, pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce surtout, que c'est court. Non, mais surtout, c'est effrayant à l'échelle. Évidemment, on se dit, dans 3 ans, on est foutu, quoi. Alors, là aussi, il faut remettre les choses en perspective. Jamais il faut donner cette idée de catastrophisme, parce que sinon, on se trouve face à un mur, on se dit, on peut plus rien faire, donc on ne fait rien. Donc, il faut surtout éviter cette lecture, qui est une lecture possible. C'est vrai qu'il y a parfois un peu de biais. L'idée, c'est de dire que si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faut que, en fait, cette histoire de 3 ans vient d'où ? Vient du calcul, en fait, de la réduction des émissions qu'il faut atteindre avec une trajectoire qui est en fait beaucoup plus longue, qui va jusqu'à 2050. Et en fait, 3 ans, c'est entre guillemets les pics des émissions qu'il faut atteindre. Et pour que les pics arrivent en 2025 et que après, en fait, on chute, c'est surtout le après qui est important. On doit mettre des mesures en place pour que, en fait, on continue pas à émettre de façon infinie.
Donc, 3 ans, c'est pas l'horizon pour faire des actions. C'est en fait les moments où les actions que nous faisons dès maintenant et qui en partie ont quand même été déjà enclenchées vont donner des effets jusqu'à inverser la tendance. Ah, donc c'est plutôt optimiste alors finalement. Si on applique ces mesures qu'on va évoquer, c'est plutôt une issue pour une fois un peu moins. Oui, disons que l'idée est quand même d'engager les plus d'actions possibles, parce que sinon en fait c'est l'idée d'inverser la tendance, ça sera beaucoup plus longue. Donc il faudra plus de temps et donc on aura plus de dommages liés au changement climatique. Ouais. Alors le rapport rappelle que c'est le continent américain du Nord et puis l'Europe qui sont responsables de près de 40% des émissions des gaz en fait carboniques depuis 1850. Grosso modo, c'est après la révolution effectivement industrielle, 40%. Et que évidemment, c'est en train de basculer en fait progressivement. Ça ne veut pas dire dans ces conditions que ce sont uniquement le continent américain et l'Europe qui doivent faire des efforts. Quoi, c'est toute la planète. Mais au moment où la planète se développe un petit peu partout, à adopter en fait les modes de vie occidentaux entre guillemets, comment faire pour essayer de limiter? Parce que les autres se disent oui, mais attendez, vous en avez profité. Je pense en fait à l'Asie, je pense en fait aujourd'hui à l'Amérique du Sud, je pense en fait aussi un peu à l'Afrique, bien sûr. Disent on a envie en fait aussi de profiter de ça. Comment faire pour trouver l'équilibre, quoi? Alors là, on est à l'intersection entre le GIEC et le travail qui est fait plutôt dans les COP. Oui. Donc dans les endroits où justement on décide un peu plus les moyens. Là aussi, on a des enjeux très importants sur ce qu'on appelle la justice climatique. C'est-à-dire comment on va concilier les besoins de croissance de certains pays et pour nous peut-être aussi un besoin de décroissance dans l'autre sens. En fait, là, il y a des moyens qui sont identifiés, mais ça c'est, encore une fois, c'est le travail un peu plus, on va dire, des politiques pour identifier ces moyens. C'est que spécifiquement met en avant le GIEC, c'est quelque chose qu'on savait déjà, c'est-à-dire que les potentiels aussi et la difficulté de comprendre comment on peut agir dépend du fait que les riches émettent plus. Oui. Et il y a toute une discussion en fait sur non seulement les riches en termes de pays, mais les riches aussi en termes de revenus qui peuvent être en fait distribués de façon même pas complètement uniforme dans les pays dont on parle. Mais cela signifie en fait que les efforts doivent être faits de façon proportionnelle. Donc il n'a jamais été question ni du point de vue du GIEC, ni du point de vue donc des conférences des partis qui sont allés aux manettes un peu pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'a jamais été question de dire que les efforts doivent être concentrés sur ceux qui ont les plus de potentiel de croissance. Et comment on fait pour atteindre en fait cet équilibre? Il y a 2 instruments. Un qui est les progrès technologiques et donc le fait de comment les innovations peuvent se diffuser à l'intégralité des pays qui sont concernés. Et l'autre élément, c'est, et là on est plus sur les solutions politiques, les moyens financiers qui sont mis en œuvre pour aider les pays émergents et en développement à contrer les changements climatiques. Oui, Anna Créti, on va poursuivre avec vous. On va voir justement quelles sont les pistes, les solutions, ce que vous avez dit, les progrès technologiques, comment la science peut aider, parce que la science est responsable en fait aujourd'hui aussi en partie, bien sûr, puisqu'avec l'ensemble en fait des évolutions, et comment non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? La science elle est en partie responsable, parce que la science elle nous a permis l'extraction des forages en fait pétroliers, du gaz, du développement évidemment de la voiture, de l'ensemble en fait des technologies, et bien sûr elle pompe en fait de l'énergie, elle contribue quand même à détruire en fait. C'est l'évolution scientifique, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, évidemment, bien sûr, mais est-ce qu'elle peut avoir des moyens et des effets pour pouvoir inverser aussi la tendance? C'est tout l'enjeu, évidemment, et après, sont aux politiques de décider. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec vous. Et vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300. Est-ce que ça vous inquiète, ces 3 ans-là, pour inverser la tendance? Est-ce que vous avez, par exemple, changé vous-même votre consommation d'électricité? On attend vos témoignages sur Sud Radio, les 10h moins le quart. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Sud Radio présidentielle 2022.
La vérité en face. Et c'est la suite de La vérité en face avec notre invitée ce matin, Anna Créti, professeure d'économie, directrice scientifique des chaires économie du climat et du gaz naturel à l'université de Paris-Dauphine. Avec vous, on commente le dernier rapport et surtout les dernières recommandations du GIEC face au réchauffement climatique. Avec pas mal de réactions, Patrick Ostendard au 0800. On va prendre vos réactions 300, dans un instant. Juste parce que, Anna Créti, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la science nous a permis évidemment des développements fabuleux. Mais il y a un effet pervers, hein, bien sûr, c'est que on a développé le moteur thermique, les avions, enfin l'ensemble. Bien sûr, plus on se développe et plus il y a un revers de la médaille et on pollue en même temps parce qu'on exploite nos ressources, etc. Est-ce que cette science et avec les hommes qui sont derrière, est-ce que cette science peut nous permettre en fait de lutter aussi contre ce fameux réchauffement ou dérèglement climatique ? C'est sans doute l'un des leviers qu'il faut continuer à exploiter. Il y a des innovations qui sont déjà là et qui permettent des avancées, notamment pour la décarbonation du secteur de l'énergie. Les rapports du GIEC a classé aussi les différentes énergies renouvelables et leur potentiel également d'atténuation. Donc on a clairement l'idée de combien on peut réduire les émissions en utilisant par exemple une ferme solaire d'une certaine taille, d'une certaine capacité ou un champ d'éoliennes, très contesté. Pour d'autres raisons, quoi. Pour d'autres raisons. C'est d'ailleurs à raison probablement qu'il faut s'interroger à chaque fois que l'on met en fait des innovations en fait technologiques en se disant mais est-ce que attention, est-ce qu'elles ne vont pas davantage polluer que pollution visuelle pour les éoliennes. Pas visuelle. Bien sûr. Mais alors il y a plusieurs éléments. Donc disons que dans le passé, il n'y avait pas du tout cette dimension qui est celle aujourd'hui très importante, qui est celle de l'acceptabilité. Parce que toute politique climatique et plus en général toute politique, je pense, qui essaye de faire une réforme doit passer par l'adhésion du citoyen et ça ce n'est jamais facile. Concernant de façon plus spécifique les énergies renouvelables, qu'est-ce que a fait le GIEC? Il a analysé justement sur le cycle de vie, donc de la construction à l'utilisation et à la désinstallation des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Quelle est en fait la pollution qu'ils peuvent diminuer, donc comment ils peuvent se substituer, donc quel est leur potentiel de réduction des émissions, face aussi au fait que dans ce cycle, il y a quand même des émissions qui sont un peu incompressibles. Donc toute la question, c'est en fait, c'est l'équilibre, c'est les bilans relatifs qu'on obtient à la fin. Est-ce que globalement, on a la possibilité donc de diminuer les émissions. C'est la même histoire avec les véhicules électriques. C'est quelque chose qui, si on considère les batteries, les recyclages, la production d'acier, c'est quelque chose qui émet forcément. Mais la bonne comparaison, c'est est-ce qu'on émet moins avec une voiture électrique alimentée par un mix donc avec un parc derrière électrique qui est plus ou moins carboné par rapport à une voiture à essence ou diesel. Donc on vit dans des compromis, en fait. C'est ça. Ça réagit beaucoup au standard à Sud Radio au 0826 300 300. Il y a Laurent qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Oui, et à toutes. Oui, Laurent. Bonjour, Laurent. Alors. Oui. Alors justement, déjà moi pour les termes, quand j'entends ferme photovoltaïque ou champ d'éolien, ce sont des parcs industriels. Une ferme, il y a une définition, c'est un local agricole, une ferme. Ça n'a rien à voir avec des panneaux solaires. Donc il faut appeler les choses comme elles sont. Donc parc industriel, éolien et parc industriel, c'est pas une honte, un parc industriel. Hein. Voilà, premièrement. Deuxièmement, actuellement dans le monde, plus de 80% de l'énergie qui est consommée est fossile, pétrole, gaz, charbon. Bon, ça va changer, mais pour changer un mix énergétique, il faut au moins une cinquantaine d'années. Donc dans les 3 ans à venir, ce sera exactement dans la situation de maintenant, avec, on ne sait pas, plus de consommation peut-être même, et pas moins. Hein. Donc, et pour la France, ce qui est de la France, vraiment, le mix électrique ne représente que 25%
du mix énergétique français. Le mix électrique, l'électricité c'est 25% à peine. Donc même si on met plus d'éoliennes, bon, ben on va être à la marge. C'est le pétrole qui domine avec le gaz et le charbon. Que voulez-vous? C'est comme ça. Sinon, il faut qu'on arrête de bouger. Oui, on vous sent bien calé, Laurent, pardon. Oui. Non, Laurent, est-ce que vous avez confiance quand je disais tout à l'heure, et avec Anna Créti aussi qui le disait, que quand même, en fait, avec certains progrès, certaines innovations, demain, on pourra faire évoluer, comme on a fait évoluer en fait l'humanité au fil des années également, avec un grand développement en l'espace d'un siècle et demi, quoi, bien sûr. Alors, vous avez tout dit avec ça. En effet, l'évolution, nous l'avons tous constaté, puisqu'on peut regarder les livres d'histoire. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait, l'évolution? Elle a fait consommer de plus en plus d'énergie. Ouais. Et pas l'inverse. Ne nous trompons pas. Donc, on ne peut pas consommer moins en évoluant. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, on revient comme avant avec tout le renouvelable, c'est-à-dire il y avait des moulins à vent et ainsi de suite. Ça, c'était tout renouvelable. Il n'y avait pas de machine à laver, c'était de l'avoir, quoi. Hein. Non, mais bien sûr. Non, parce on mélange le bonheur avec la technologie. On peut être très bien heureux avec un champ de fraises et pas trop de technologie. Ce n'est pas ça le propos. C'est que si on veut rester dans la technologie, on consommera de plus en plus. Les Chinois vous le démontrent. Enfin bon, c'est pas la peine. Ça fait 50 ans qu'ils se développent énormément. Ils consomment comme jamais. Comme personne. Donc tout est dit avec ça. On ne peut pas dire l'inverse de ce qui existe. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Alors, Laurent, restez en ligne. Anna Créti, sur ce que disait en fait Laurent, quoi. Je pense qu'il faut un peu distinguer. Il y a plusieurs éléments un peu à mettre encore une fois en perspective. Alors, d'abord, un peu les sentiments de cette idée que si on veut faire des efforts, on va renoncer à la croissance. Ce n'est pas comme ça qu'il faut, je pense, prendre les résultats du GIEC et tout ce qu'on fait pour essayer d'éviter les changements climatiques. En fait, on propose aussi une palette de solutions qui préserve quand même la croissance. Oula, attention, ça fait beaucoup de bruit, Laurent, je ne sais pas, avec votre téléphone. Là. Oui. Donc, qui quand même préserve la croissance. Il n'a jamais été question de dire on renonce à 2 points de croissance. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut investir. Et on peut chiffrer l'investissement nécessaire 1 point de produit interne brut, donc un terme de croissance, pour atteindre certains objectifs de décarbonation. Donc après, il y a des réalités qui sont différentes. Si déjà en Europe, justement, Laurent parlait de la France vis-à-vis implicitement d'autres pays comme l'Allemagne, où la production d'électricité est basée beaucoup plus sur des technologies qui émettent du CO2. Justement, on a quand même fait énormément de progrès pour essayer de mettre ensemble les différents pays européens et d'aller vers un effort commun. Et ceci, déjà, pour la recherche et développement qu'on fait ensemble, mais aussi pour le fait qu'on a des moyens comme... C'est-à-dire qu'on peut montrer l'exemple, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que non, mais bien souvent, parce que on le fait déjà parce que bien souvent, alors on a notre image franco-française où on ne voit que nous, en fait, la France, et on se dit finalement, on n'est pas non plus le plus gros pollueur de la planète, puisque ça représente moins de 1%, mais on a aussi des technologies, on a des technologies aussi qui sont là, et puis parce qu'on a de la recherche et on peut donner en fait et montrer l'exemple en fait aux autres pays, parce que évidemment, il faut voir ça dans un ensemble. Quoi, disons qu'aujourd'hui, tous les pays travaillent à des solutions comme celle qui pourra être portée par l'hydrogène, par exemple, par la capture et le stockage du carbone, par l'usage des réservoirs naturels qui peuvent capter aussi les émissions de CO2 dans la forêt, par exemple, dans l'agriculture. Alors, ça, c'est quelque chose de global. C'est pas quelque chose qui peut être fait de façon unilatérale par un pays. Et d'ailleurs, les engagements qu'on prend à l'accord de Paris ou l'accord de Glasgow sont à niveau européen, par exemple. Bien sûr. Merci beaucoup, Anna Créti, professeure d'économie, directrice scientifique des chaires d'économie du climat et du gaz naturel à l'Université de Paris-Dauphine. C'est un sujet passionnant parce qu'en même temps, évidemment, hyper préoccupant pour l'ensemble en fait de la planète. Et comme vous le dites, finalement, on est engagé dans une course contre la montre parce que les technologies ont, pour capter, par exemple, le CO2, tout ça, on sait déjà le faire, mais ça coûte extrêmement, évidemment, cher. Pour l'instant, c'est ça qui est... Mais il faut trouver la transition quoi, entre les deux au moment où on réussira à maîtriser tout ça et puis éviter qu'il n'y ait trop de réchauffement. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission.